Salutations, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'en as un petit peu quelque chose à foutre de l'actualité cinéma. Alors, nous te souhaitons la bienvenue. Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder les tops et les flops et les films un peu pourris qui sont sortis cette année. Et pas forcément cette année, mais en gros... Dans l'année, quoi. Enfin, qu'on a vu cette année dans tous les cas. C'est ça. Et du coup, on va partager ça en 3 vidéos. Donc la première va être un top, classique, Effectivement. avec des mentions honorables, qui va faire beaucoup plaisir. Et un flop ensuite, Des chances. avec des mentions honorables également. Et là, on va commencer par les... Donc en gros, soit des films complètement OSEF. T'es pas en train d'un peu de copier... Du tout. Soit pour des films, on peut pas les mettre en bon ni en mauvais en fait. Voilà. Le premier film que nous allons voir, c'est Inferno, sorti du coup le 8 novembre 2016. Sauf qu'il a été vu par ma soeur en janvier, moi j'ai dû le voir en mars ou avril en 2017. Du coup, il rentre dans notre catégorie, comme on l'a dit au début. Ce film a comme réalisateur Ron Howard, excusez-moi, et Tom Hanks, entre autres. Donc, ce film raconte, d'après son résumé, donc faut pas juger, l'histoire de Robert Langdon qui se réveille amnésique. Dans un lit d'hôpital alors qu'il doit à tout prix Sauver le monde. Ouais, déjouer un gros complot mondial. Des Illuminati sans doute. En plus je crois que c'est ça. Et des Raptors non, je sais plus. Oui, c'est des Illuminati. Je sais plus du tout. Bref, peu importe, il doit déjouer du coup un complot mondial visant à mettre sur Terre l'enfer tel qu'il est décrit par Dante. Donc détruit par Dieu. Donc ce film, comment le résumer facilement? Eh bien, c'est un film qu'on a rangé dans la catégorie... Osef. Comment dirait monsieur un type dont vous Que personne ne connaît pas. Oui, donc ce film est passable, il est pas mauvais en soi. En fait, c'est pas un mauvais film. Pas du tout. C'est juste qu'il est classique, il est très classique. C'est un film qu'on a vu 10 000 fois, qui est pas original du tout, qui se laisse regarder, qui est un très bon divertissement, on s'ennuie pas devant, et qui est bon quoi, mais oubliable, très oubliable. La preuve, j'avais presque plus de souvenirs, il a fallu que j'écrive et tout le résumé, que j'aille faire des recherches dessus pour que ça me remonte en fait. L'humanité est Du le coup, mal. ouais, très oubliable. Ça reste un style de film qui reste quand même vraiment appréciable pour les gens qui aiment ce genre de style. Je sais même pas, arrête d'utiliser les thèmes avec fantasy. C'est un film vraiment OSEF qui est sympa à regarder, un bon divertissement, mais sans plus. Donc c'est pas le film de l'année. Voilà. Et on va passer au suivant, où ce sera plus compliqué. Il s'agit de... Maman ou Mozart en anglais. Réalisé par Darren Aronofsky, donc qui raconte l'histoire mystérieuse d'une femme qui vit en couple dans une maison un peu recluse, mais petit à petit il y aura plein de personnes qui s'ajouteront dans la maison. C'est dans sa vie et dans son couple. C'est ça, et c'est un truc. Et qui va foutre la merde. Et sauf qu'en fait c'est un film extrêmement métaphorique. Moi je pense sur la Bible, il me semble que beaucoup de personnes l'avaient interprété comme ça. Et sur le rôle de la mère, et sur Dieu, et l'obsession qu'ont les gens pour l'auteur. Donc c'est pas scientologie. Moi ça me va. Sur le mari qui est présent dans la maison, qui représente en fait l'obsession qui est chère au réalisateur. Mais c'est tellement métaphorique en fait, c'est tellement haut perché que quand tu vois ce genre de film, t'as la bête de « Oh mais ils ont pris de la drogue en fait !» Parce que ce qui se passe n'est pas cohérent en fait, parce que c'est trop métaphorique. Ce qui fait que c'est pas forcément accessible à tout le monde et que tu comprends pas toutes les métaphores directes en fait. C'est pas des métaphores suffisamment bien faites. Et puis c'est pas forcément agréable en fait à regarder. C'est ça, c'est pas du tout agréable à regarder parce que t'as mais qu'est-ce qu'il veut me dire le réel en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? C'est chiant et c'est long. C'est très long. Après niveau réalisation, il y a l'un des vieux tics qu'il avait Darren Aronofsky dans le tout premier film. Et aussi un petit peu dans Requiem for a Dream. Oui, parce qu'il s'agit du même réalisateur que Requiem for a Dream pour ceux qui sont. Ou Black Swan. Black Swan.
ou l'autre film, ou The Fountain aussi. Aussi. Et il a une obsession, c'est il va prendre... Je suis désolé. il va prendre une caméra, il va le fixer sur un acteur. Je sais plus du tout comment ça s'appelle cette technique. Et, ah oui, et du coup en fait tu auras toujours le personnage qui sera dans le cadre et en fait la caméra suivra le personnage. Et c'est une obsession qui est quasiment tout le temps présente dans le film. Ouais, et il le fait aussi il me semble. Et qui a quand même un avantage dans la mise en scène de rendre quand même beaucoup plus oppressant. Mais le problème c'est que vu que c'est tout le temps utilisé comme ça, ça donne pas de moment fort comme par exemple dans Requiem for a Dream. Après le fait que la femme, je sais plus comment elle s'appelle. Non, je parlais dans Requiem for a Dream. Je sais pas du tout. Où la femme, après toute l'histoire de la prostitution, quand elle revient chez elle, il y a tout ce passage-là très long où on voit la caméra avec ce fameux système, dont je me rappelle sûrement juste après la fin de la vidéo. Ouais, c'est vachement fort en plus. Et tu te suis pendant ce passage et c'est très fort à ce moment-là. Tandis que quand tu utilises tout le temps pendant tout le film, ça a moindre impact malheureusement. Ça perd de sa valeur. Et surtout ça perd le spectateur aussi. Parce que c'est pas quelque chose auquel tu es habitué de voir. Ouais, t'as fait. Moi j'ai eu. À la fin, surtout quand t'as tous les fanatiques, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, qui envahissent la maison, il me semble que c'était vraiment beaucoup utilisé. Et j'avais l'impression que c'était, je sais pas, comme un manège de fête foraine en fait, où ça va trop vite, que t'as pas besoin de voir ce qui se passe. Il y a trop d'informations en fait qui t'agressent, et du coup, je t'avoue. Oui, ça fait un peu d'effet oppressant. Ouais, c'est ça, c'est oppressant, mais c'est chiant en fait. C'était pas intéressant, c'était chiant pour le coup. T'avais pas justement la force qu'avait Requiem for a Dream par exemple, pour ça justement. Mais ouais, il est long, tu te fais chier devant. En tout cas, je l'ai vu passer, je crois qu'il dure 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Et je l'ai vu passer. Ouais, il doit faire 2 heures et demie. Parce que vraiment c'est long. Et les métaphores en fait sont tellement perchées que pour les comprendre, c'est difficile. Après, bon point pour... Bon, du coup, on va spoiler comme des gros bâtards, en fait. Mais gros point pour la fin, qui se répète en boucle. Donc, en fait, à la fin, tu découvres que ce qui s'est passé va se répéter. Ah, on a oublié de mettre spoiler. Non, mais c'est le seul film, je pense qu'on va spoiler. Que je trouve vachement cool et intelligent, parce que j'aime ce genre de scénario. Mention à Doctor Who. 2h02. 2h02, très bien, j'ai eu l'impression qu'il durait 2h30, c'est pour dire. Tout va bien. Bon, c'est pas 3 heures. Et donc en fait, t'as vraiment... Je trouve que ce genre de scénario vachement cool et vachement fort en général, sauf que là en fait, l'idée qu'elle va revivre, donc le personnage de Jennifer Lawrence va revivre cet enfer H24, ben... ça m'a rien fait. J'en avais rien à foutre en fait. Un peu comme l'épisode Doctor Who, mais sauf de la saison. C'est ça, sauf que cet épisode-là, j'en avais quelque chose à foutre. Tu vois, je pense que c'est le genre de film qu'il faut... typiquement, genre les films scolaires qu'on va te montrer en école de cinéma ou... en vous disant, ne faites pas ça. Non, quand même pas. Non, pas du tout. Mais, ou en fait, il faut que tu aies le prof qui te prépare, ou toi-même, qui te prépare à l'avance avant de le voir, sur ce que ça va traiter, sur les symboliques, et sur le travail du réalisateur, en fait. Je pense que là, dans ce cas-là, tu dois être bien armé pour le suivre, et tu dois pas avoir les décrochages qu'on a eu nous, en mode, mais qu'est-ce qu'il fout, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu n'auras pas ces décrochages-là si tu fais ce boulot-là, mais comme moi, je l'avais pas fait, parce que, voilà. Je pensais pas que ça allait être utile, en fait. Ce qui fait que les 3/4 des métaphores, ça m'a... Enfin, j'ai vu les métaphores publiques ou quoi, ça c'est difficile à comprendre, mais... Je sais pas, il y a des métaphores, je sais pas ce qu'elles veulent dire. C'est tellement perché que je suis ah bon, très bien. Ok, je vais regarder sur internet voir les interprétations en fait. Ce qui est un peu dommage, parce qu'un film est censé quand même se suffire à lui-même, t'as pas besoin de faire des recherches pendant des heures pour savoir ce que veut dire le réalisateur. Enfin, je pense... Film suivant dans la catégorie OSEF. Bon, on continue avec Jennifer Lawrence du coup. Eh ben ouais, avec Passengers. Oui, donc film sorti en DVD cette année, du coup on l'a vu cette année apparemment. Donc avec Chris Pratt aussi, c'est-à-dire Chris Pratt que j'ai dû voir dans Jurassic World et où il a été révélé dans Les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Passengers raconte l'histoire deux personnes qui sont dans une navette spatiale endormies, mais qui se réveillent en cours du voyage et beaucoup trop tôt. C'est ça. En premier se réveille Chris Pratt, dont le nom m'échappe complètement du film. Ah oui, non mais non des personnages pas retenus non plus. Hein. Et Jennifer Lawrence se réveille après. Oui. On passe les détails du pourquoi et du comment, Oui. histoire de pas spoiler.
Et il se rend compte qu'en fait qu'une menace plane, il me semble que c'est une pluie d'astéroïdes ou un truc comme ça. Oui, un truc qui va détruire le Enfin, vaisseau. un truc spatial qui risque de détruire le vaisseau. Oui, 2 ans après le réveil, enfin 2 ans après le réveil du mec, Voilà. normalement le truc va se détruire quoi. Et du coup, ils doivent sauver les autres passagers qui dorment encore. Oui, les 500 millions, je sais pas. Et la bande-annonce est surtout axée là-dessus, sauf que le film tourne essentiellement sur une histoire d'amour. Donc bon. Ah, et le problème principal du film, c'est que c'est con d'avoir un univers aussi riche et d'exploiter seulement une histoire d'amour. Vous allez dire, au final, tout ce qui se passe dans cet univers, ce n'est qu'un cadre. C'est ça. Et c'est ça vraiment la principale problématique du truc, c'est que c'est con d'avoir quelque chose à exploiter et de ne pas le faire, quoi, et de faire juste... hey, regardez, on a du budget, on a deux grands acteurs, et on peut faire une histoire d'amour, tiens, regardez, dans des décor de science-fiction. C'est une histoire d'amour classique dans le film. C'est ça, et c'est vraiment la comédie romantique de base qu'on voit partout, que ce soit des comédies françaises de base là-dessus, ou même américaines, parce que c'est genre le couple, oh je t'aime à la folie, et oh puis là, oh mais tu m'as fait ça, alors je te déteste. Bon là d'accord, Jennifer Lawrence a raison de le détester pour cette cause-là, j'avoue, c'est pas une cause à la con pour une fois. Oh mais finalement, finalement je t'aime, baisons ensemble. Oh que tu es gentil, c'est trop ça, et passons notre vie ensemble. Et du coup, et c'est con. Et en plus de ça, t'as aucun attachement pour aucun des personnages. Le jeu d'acteur est bon, la mise en scène est bon, mais voilà, ça apporte rien. Et, que Ghost in the Shell, une petite mention. Ce film existe. Bon, je pense que de mon côté j'aurais plus de choses à dire parce que j'ai vu le manga original. Donc le film va vers le manga jusqu'environ au milieu du film, environ au milieu 3/4. Après il prend une voie complètement différente. Qui n'est pas une mauvaise voie, soyons clairs, mais moins thématique que la voie traditionnelle. Que dire de plus? Après la réalisation, franchement, très très belle image, il y a un beau rendu manga en fait. Beaucoup de scènes cultes sont prises dans le manga, mais le problème c'est que c'est ça, c'est qu'en fait tu vas récupérer les scènes vues dans le manga, sauf que de 1 elles n'auront pas l'impact du manga, et de 2, ça enlève de l'identité au film, en fait tu sens qu'il va copier l'œuvre originale, donc je suis désolé vraiment de ne pas retenir le nom du réalisateur. Et le réalisateur de là c'est Rupert Sanders. Donc Rupert Sanders, ton film, il aurait gagné à avoir plus d'identité, de ne pas être une pâle copie. C'est un univers tellement large au fait, le transhumanisme, et c'est con de se cantonner à si peu de révélations. Ouais, et ce qui me concerne, c'est... Enfin, j'ai pas vu le manga du coup, mais c'est très pareil, Osef en fait. Il y a des plans qui m'ont marqué, mais c'est les plans qui sont la bonne annonce en fait. Et je pense qu'il y a du manga du coup. Oui, je sais. Par exemple, le plan où elle saute, la dénudée, tout ça, c'est un truc du... Il me semble que ça vient du manga. Ça, c'est un truc du manga. Je suis pas sûr que ce soit... Mais après, en fait, c'est un film qui est extrêmement créatif, mais je pense que ça vient du manga également. Et qui a un message intéressant et tout, mais qui n'est pas exploité. Ouais, c'est ça, qui n'est pas exploité. Qui est plutôt classique en fait. Alors il y a tellement d'exemples bien mieux foutus, par exemple dans le jeu vidéo, vous avez Deus Ex, voilà. Deus Ex Human Revolution, avec une femme magistrale qui traite sur le transhumanisme tellement mieux, et c'est ça que... il y a tellement de possibilités, c'est tellement dommage qu'ils se cantonnent qu'à ça. Du coup, le film n'est pas mauvais en soi, la réalisation est bonne, les images sont belles. Le scénario est passable en fait, c'est ça le truc, mais du coup ça reste... c'est un scénario assez classique en fait. Hein. C'est un film mère en fait. Voilà. Ouais, un film bof. Donc, prochain sujet qui n'est pas un film du coup, mais une série que lui a trouvé Osef, que moi j'ai trouvé cool. Du coup, comme c'est une série, en plus je l'ai mis en Osef parce que voilà, c'est une série. Donc c'est Photon Maison de Voile. Oui, parce qu'il y avait des séries aussi, c'est un petit supplément. Ouais, voilà, bon, rassurez-vous, il n'y aura pas de jeux vidéo. Quoique. Eh, vous savez que la surprise cette année, c'était... Pas de placement de produit, hein, du tout. Donc Photon Maison de Voile, qui est une série de 13 épisodes éditée par Netflix, adaptation du roman du même nom.
que j'ai pu lire également, qui raconte l'histoire de Clay, un ado, il doit avoir quoi, 17 ans je pense, quelque chose comme ça, qui trouve sur le pas de sa porte des cassettes audio enregistrées par son amie, je sais pas si on peut dire son amie vraiment, mais bref, par son amie, Anna Baker, qui est une jeune fille, tu peux me donner ton avis aussi, tu sais, qui est une jeune fille s'étant suicidée, je sais pas si c'est quelques semaines avant ou quoi, mais pas que c'était de Suisse avec des idées. S'étant suicidée à cause d'un harcèlement sexuel et scolaire, et sûrement d'autres choses que je vais pas spoiler. Donc il traite... Ta gueule. Donc c'est une série assez gay, vu qu'elle traite quand même de sujets assez ta gueule. Tu parles du personnage de Tony. Le traite de sujets assez durs, qui est le harcèlement sexuel, le scolaire, le suicide d'adolescents. C'est une série qui traite de sujets compliqués, qui a fait beaucoup de polémiques à cause de ça. Certains psy ont dit que c'était même une série dangereuse qui incitait les adolescents au suicide. En ce qui me concerne, je suis pas du tout d'accord avec ça. Bah effectivement, c'est pas suicidé. Je me suis pas suicidée, je comprends. C'est une série, je pense, qui est importante par rapport au harcèlement. Faire de la prévention déjà. Parce que je pense que... Ouais, sauf que ça montre... c'est ça, le problème, c'est que c'est justifié dans le sens parce que tu vois que vraiment que c'est... Ouais, tu trouves, vu l'impact que ça a sur les gens, tu trouves qu'en fait ça peut être justifié. Comment ça? Tous les personnages sont marqués, tout ça, ceux qui ont commis des fautes, ils sont désolés et tout ça. Et du coup ça donne presque un préjudice à... Ouais, ça encourage son geste en fait. C'est ça qui a dû déranger. Oui, ça c'est dérangeant, on est d'accord. Mais... En fait, moi ce que je trouve cool, c'est que ça te montre que le harcèlement, c'est pas... C'est pas bien. Mais c'est pas... par exemple, on va prendre l'un des premiers épisodes où elle reproche à un gars d'avoir fait une liste à la con. Où elle il la classe parmi les plus belles fesses de seconde année, il me semble. Qui du coup en fait est un geste anodin qui peut même être perçu pour un compliment. D'ailleurs une des filles qui est sur la liste qui le prend comme un compliment. Sauf que en fait c'est ce genre de petit geste accompagné de la rumeur, accompagné par autre chose et par la répétition de plusieurs choses qui va aggraver la situation et qui va faire que un truc aussi anodin et aussi con que ça va faire que la situation va devenir grave et que ça va aller très très loin. Et je pense que c'est important parce que quand tu vas dénoncer en fait des actes d'harcèlement, des fois tu vas avoir des personnels dans ton école, tu vas leur dire machin m'a fait ça. Et ça peut être des actes très cons en soi. Genre je sais pas, il m'a poussé ou n'importe quoi, vraiment un truc très con. Sauf que c'est un acte parmi tant d'autres qui englobe et qui du coup fait un contexte anxiogène. Et la personne en face de toi va dire non mais c'est rien en fait. Alors que ben non justement. C'est le contexte qui fait que ça devient grave. Et je trouve que c'est quand même important de le souligner. Sinon je trouve que le harcèlement en soi est bien montré dans le sens où c'est pas... comment dire, c'est pas atténué. Ça je trouve ça cool. Ouais mais c'est pas... Ouais, pas ça. Oui surtout c'est pas diabolisé. C'est pas diabolisé, c'est pas... Même si c'est vague, c'est pas dans l'excès quoi, c'est pas comme une série française. C'est pas vraiment dans l'excès, c'est pas caricatural en fait. Pourquoi je dis contre les séries françaises actuellement? C'est pas comme Derrick hein. C'est pas français, c'est allemand je crois Derrick. Ça fait que les harceleurs qui sont montrés sont pas forcément des gens mauvais. En effet, Clay est sur les cassettes pour une raison débile, ce qui me fait très chier parce que j'aurais bien aimé que ce personnage que j'aime pas parce qu'il est trop parfait. C'est allemand. Il est allé vérifier. Il a vérifié si Derrick est allemand ou français, voilà. Du coup ça fait vraiment un panel et ça montre que tout le monde peut participer à ça. Et plus important encore, je trouve que ça montre qu'en fait une situation d'harcèlement repose sur la lâcheté de tout le monde. Ouais, le problème c'est que ça... La série ne repose pas sur ça, elle repose sur qu'est-ce qui s'est passé en fait. Oui c'est ça, mais en même temps ça fait quand même de l'appréhension par rapport à ça. Parce les personnages sont chiants. Pas tous. Donc maintenant, la série ça va être Mr. Robot. Donc pourquoi parler de Mr. Robot maintenant? Parce qu'il y a la saison 3 qui est sortie cette année. Et que je me la suis faite en 3 jours et série je crois. Même pas 4 jours. Mr. Robot, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'un hacker qui est embarqué par un mystérieux personnage qui s'appelle Mr. Robot. Qui va réciter en fait à aller attaquer l'entreprise la plus puissante qui existe dans ce monde fictionnel, qui s'appelle E-Corp. Mais dans la série elle sera appelée Evil Corp parce que le personnage nous dit qu'il a fait un conditionnement psychologique pour entendre à chaque fois le nom Evil Corp. Que dire à part ça? Donc pour donner un avis rapide sur la série, donc la saison était vraiment très bonne. Bien sûr, il y a des points qui sont prévisibles, comme par exemple la révélation de qui est Mr. Robot.
Mais d'autres un peu moins, où en fait on s'attend pas du tout à la révélation de certains personnages, parce que des personnages non centraux, enfin vraiment plein de révélations comme ça. Et en plus de ça, le monde de l'informatique est vraiment traité avec de façon sérieuse et réaliste. Par exemple, même au niveau vraiment informatique pur, par exemple pour l'attaque d'un des serveurs de la série, on attendra, ce sera une attaque DDoS et ce genre de choses. Et enfin, c'est vraiment mis de façon technique. Bon, par contre, des fois, il y a des trucs un peu qui s'adressent aussi à ceux qui s'y connaissent vraiment. Comme par exemple, je pense à la première saison, un des personnages qui va mettre les droits administrateurs dans le téléphone, puis les cacher. Et ça, en fait, si on ne sait pas que c'est les droits administrateurs, on ne peut pas le deviner si on ne connaît pas ça. Après, saison 2, beaucoup plus décevante, parce que ça ne concentre à l'entrée vraiment que sur la psychologie du personnage. Oui, elle était plutôt chiante, honnêtement. Et du coup, la saison 3 est arrivée, et ça fait vraiment plaisir, parce que cette fameuse saison, elle reprend vraiment ce qui faisait l'essence de la première série, c'est-à-dire vraiment tout le vocabulaire technique, vraiment tout l'aspect technique, l'aspect psychologie du personnage, mais sans que ce soit le point central comme dans la saison 2. La saison 2, ça devenait vraiment lourd au bout d'un moment, parce que, ok, le personnage principal est complètement cinglé, mais autant c'est pas ça qui faisait porter la série. Du coup, vraiment, saison 3, qui est vraiment très appréciable, où vraiment elle reprend l'essence de la première série, et c'est dommage que la seconde saison a perdu autant de spectateurs, car vraiment c'est une série avec beaucoup de potentiel, mais qui à cause d'une saison 2 a perdu beaucoup de public, et c'est vraiment quelque chose de dommage. Prochain film OZEF dont on va parler, il s'agit de La Belle et la Bête, sorti le 22 mars 2017, réalisé par Bill Condon, avec Emma Watson du coup dans le rôle titre, film qui a fait beaucoup parler de lui. Peut-être un peu trop. Il s'agit de l'adaptation live-action du dessin animé Disney. Et en fait, c'est tout. Parce que... Ouais, il paraît que c'est un truc plan par plan. Oui, c'est ça, c'est exactement ça en fait. Le film reprend quasiment pas plan par plan la version d'origine. N'apporte rien de nouveau à la version d'origine. Très plat, pas d'intérêt. Si ce n'est d'entendre Emma Watson chanter. La seule différence qui a fait beaucoup parler par rapport à ce film, c'est de mettre le personnage du fou en gay, pourquoi pas, sauf que ça n'apporte rien du tout. Ça veut dire qu'il est pas triste? Sauf que ça n'apporte rien du tout au film, vu que bah, ça sert à rien, en fait. En plus de ça, ils ont fait la promo que là-dessus, et ça commence à me saouler, les films qui font la promo que là-dessus. Je trouve que ça stigmatise énormément la communauté LGBT, du coup. Alors que je suis même pas concernée plus parce que je suis même pas partie de cette communauté-là, mais je trouve ça quand même assez pathétique de faire de la promo là-dessus en mode oh, regardez comme on est subversif et originaux et comme on est moderne, on met un personnage gay dans notre film. Super! C'est une évolution pour Disney. Surtout que maintenant avec le nouveau patron qui fait ce qu'il va. Oui, c'est pas faux. Mais n'empêche que ça craint, je trouve, de faire la promo de ton film là-dessus. Surtout quand ça n'apporte rien au film en plus. Hein. Et j'ai l'impression que ça montre du coup les personnes LGBT comme étant des personnes anormales si on veut, alors que c'est juste... Mais c'est juste... c'est juste que c'est des personnes qui ont une sexualité différente. Et c'est juste... Ouais, une sexualité différente, c'est tout. Oui, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Enfin, faut arrêter là-dessus. Et c'est pour ça que je suis contente que par exemple la dernière saison de la saison 10 de Doctor Who n'ait pas fait de promo par rapport au personnage de Bill qui est du coup lesbienne. C'est cool pour Doctor Who. Mais pour La Belle et la Bête, à part lui rapporter de la censure et faire parler d'eux, ça change rien du tout. Et bref, film oubliable et... Vaut mieux regarder la version je suis pas très triste. Vaut mieux regarder la version d'origine que cette version-là. Prochain film, OZEF, Annabelle 2, qui est sorti le 9 août 2017 au cinéma, réalisé par David F. Sandberg, qui raconte l'histoire de orphelines qui s'installent dans une grande maison où habite une famille, un homme et sa femme, qui sont dévastés par la mort de leur petite fille. Sont venus dans des circonstances tragiques. Sauf que pendant leur séjour dans cette maison, ils vont se rendre compte que des événements bizarres se passent.
notamment par rapport à une poupée. Donc ce film est l'une des plus grandes surprises que j'ai eues cette année, parce que clairement le premier volet était une grosse merde, et voir un second film mieux que le premier et mieux fait dans tous les points en fait, que ce soit réalisation, horreur, acting, tous les points sont juste mieux que le premier en fait, c'était assez inattendu. Et puis je me suis rendu compte que James Wan était producteur là-dessus. Je suppose qu'il a dû bien être derrière pour vérifier qu'on fasse pas n'importe quoi. Ça fait du bien. Parce que des plans qui sont purement James Waniens, si on peut dire. Donc avec des mouvements en grue, avec énormément de plans intéressants. Des idées intéressantes. C'est pas au niveau des Conjuring quand même, mais ça s'en rapproche et c'est cool. C'est une bonne expérience. Les Proies de Sofia Coppola, sorti le 23 août, qui raconte l'histoire d'un pensionnat de jeunes filles pendant la guerre de sécession qui se retrouve à devoir accueillir un soldat ennemi, où tu sais pas trop les intentions qu'a ce soldat. Alors j'aime beaucoup le travail de Sofia Coppola, j'aime énormément ce qu'elle fait, mais celui-ci m'a laissé assez de marbre en fait. Dans le sens où j'en avais rien à faire des personnages, je n'en avais rien à faire de rien en fait, et je me suis pas mal ennuyée devant. Ce qui est rare pour un film de Coppola. Donc voilà. Après il est bien écrit, le jeu d'acteur est bon, et la mise en scène est bonne, il n'y a rien à redire techniquement parlant, mais ouais non. Juste c'est pas un film qui m'a plu. Voilà. Et c'est entièrement personnel. Film suivant. Et là ça va être plus compliqué vu qu'on va parler de Jigsaw. Donc Jigsaw est sorti le 1er novembre, réalisé par les frères Spierig, je pense peut-être très mal leur nom. Donc Jigsaw qui est le dernier volet de la saga Saw, qui est une saga que... c'est vrai, je l'ai pas vu celui-là. Oui, tu l'as pas vu toi. Qui est une saga que j'aime beaucoup personnellement. En tout cas j'aime énormément les... Du coup j'avais beaucoup aimé les 3 premiers films essentiellement. Après t'as parti un peu en trouille. Moi j'ai vu les 2 premiers. T'as vu les meilleurs, c'est bien. Donc en fait tout ce film repose sur le fait que des policiers retrouvent des corps de victimes. Qui sont aux yeux. Et des morceaux de puzzle arrachés. Et du coup ils soupçonnent le retour du tueur au puzzle, logique, alors qu'il est censé être mort. Et parallèlement à ça on suit les victimes d'un jeu de Jigsaw. Qui doivent donc survivre. Et donc tout le film tourne avec est-ce que c'est le vrai tueur, est-ce que c'est un imitateur. Alors je ne vais pas spoiler ici parce que... Spoiler, ce n'est pas le vrai. Hein je ne spoilerai pas. Je sais rien. J'ai pas vu. La révélation finale et la réponse à cette question est extrêmement décevante. Et donc c'est pas vrai. Ça je ne te le dirai pas. Et n'a pas de sens en fait avec le reste de la série. Non, c'est vrai. Il n'est pas cohérente. Il va vous mettre le doute. Et n'est pas du tout cohérente en fait, n'a pas de logique. Et d'ailleurs la révélation vraiment finale du comment se joue le jeu ou ce genre de choses et qui est le tueur réellement, non quoi. We don't care about. Ça tient pas debout. Clairement pas, ça tient pas debout. Après, mis à part ça, le film est quand même bon, il y a des jeux qui sont sympas, il y a des... Par contre... Ce qui est goûteux au film. Il y a 2-3 trucs où t'es là mais vous êtes cons en fait les gens. Il suffisait que vous vous barriez comme ça et c'était fini le jeu, hein. Voilà, vous êtes un peu cons. Mais mis à part ça, c'est cool. Voilà. Après il y a des pièges qui sont moins bien réussis. Il y a des trucs, des pièces bonus dans ce film qui m'a bien fait rire. Vous en avez assez de souffrir. C'est trop ça. C'est genre le niveau bonus mais pour le film, pour les pièces de Jigsaw. Ce qui est assez marrant. Et t'as un personnage qui tombe dedans et du coup t'as Jigsaw qui lui dit... Ah, tu vois, tu es tombé dans mon pièce bonus. Et finalement, en fait, tout le jeu tient sur le fait que tu es tombé sur mon pièce bonus. Mais c'était un pièce bonus, il était pas censé tomber dedans, comment tu pouvais savoir qui... Bon bref, voilà, il y a des incohérences comme ça, il est vraiment pas parfait. Et du coup, je sais pas trop classer si c'est un bon film ou un mauvais film, parce qu'il m'a quand même déçu. Et en même temps, je m'attendais à être déçue. Ouais, bah je tranche. Ouais, j'ai tranché. Et on termine avec les films que j'ai vus que moi toute seule. Avec I Wish, Faites en vœu. Un film sorti le 26 juillet, réalisé par John... Tais-toi. Qui est réalisé par John R. Leonetti, réalisateur du premier Annabelle.
Un film superbe. Oui, excellent même. Qui raconte l'histoire d'une ado qui se fait un peu harceler dans son école, qui trouve une boîte magique capable d'exaucer tous ses vœux et donc de régler tous ses problèmes. Sauf que c'est pas gratuit et que pour chaque vœu qu'elle fait, un membre de sa famille, ou en tout cas un membre proche d'elle, se fait buter. Oh bah quoi, c'est un film d'horreur alors? C'est une délivrance, non? Donc ce film est plutôt pas mauvais, mais pas bon non plus. Je serais pas allée le voir au cinéma, clairement. Et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'il soit sorti au cinéma ce film, parce que vraiment c'est du niveau d'une VHS. Donc soit. C'est en fait du coup un film teenager avec une destination finale qui recopie les codes de destination finale. Assez mal, assez oubliable. Tu t'attaches pas au personnage. Il n'y a qu'un personnage auquel je me suis attachée, qui est un personnage secondaire, une fille. Et sinon tous les autres, j'en ai eu rien à carrer, ils pouvaient leur arriver ce qu'ils voulaient, j'en ai eu rien à foutre. Il ne fait pas peur et tout, et la résolution finale est assez attendue en fait. Le film s'appelle Geostorm, donc film réalisé par Dean Devlin. Donc il s'agit donc d'un film où un personnage est envoyé dans l'espace car un satellite qu'il a lui-même créé est en train de détruire le monde avec des catastrophes naturelles, ce genre de choses. C'est normal que je trouve ce scénario con. Ouais, oui, c'est normal. Oui, donc pour faire un avis rapide sur le film, parce qu'il n'y a pas grand chose non plus à en dire, c'est très similaire au film de Roland Emmerich. Parce qu'en même temps, le réalisateur serait apparemment un assistant de réal de Roland Emmerich, justement, d'après ce que j'ai compris, ça c'est pas vérifié, mais il me semble que c'est ça. Donc c'est un film qui honnêtement est très beau visuellement, les effets spéciaux sont vraiment bien. La réalisation est plutôt sommaire, l'histoire est digne d'un nanar, mais sans être très cohérent avec lui-même en fait. C'est que autant oui, d'accord, il y a un satellite qui veut détruire le monde et voilà, et c'est fait pirater par un hacker russe, une connerie du genre. Mais autant, il n'y a pas de grosse incohérence en soi. Du coup, ça fait un scénario con, mais cohérent. Donc en fait, il s'agit d'un film qui fait clairement le taf, mais sans plus. Donc c'est vraiment un film. Ouais, c'est un film Osef, ça passe. Donc Barry Six fait lui par Doug Liman, donc avec Tom Cruise. Tom Cruise à Que j'ai pas vu. donc c'est un biopic sur merde, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, sur un grand pilote d'avion, on va l'appeler comme ça. Bonjour monsieur, grand pilote d'avion. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté de même, pilote. Merci. Ou alors c'est un grand prénom. Ou c'est Goth d'avion. Ah ouais, je vois qu'il s'appelle Barry Six. Il a vu le film, je viens de le rappeler quand même. Voilà, Barry Six, donc c'est vraiment un biopic sur la vie des personnages. Donc pour faire clair, c'est un très bon pilote qui trempe dans des affaires sales, pour le compte des narcotrafiquants, pour le compte de la CIA, pour le compte il fait des repérages pour la CIA, il fait Un mec très sympa. un mec qui change de veste, change de veste à chaque respiration. Et donc il s'avère que c'est peut-être un des meilleurs films de Tom Cruise depuis longtemps, Est-ce que c'est compliqué? mais sans être pour autant un grand film en fait. Et là encore, je le mets dans les mains, parce que c'est un film plutôt sympa, honnêtement, qui se regarder, mais t'as plus envie de voir Narcos après que de retenir vraiment le film en lui-même. Il est bien, il n'y a pas de grosse réalisation, l'histoire se tient, elle n'a aucune cohérence. Elle est intéressante parce que c'est un personnage historique, mais pas de choses transcendantes comme on pourrait voir dans d'autres biopics comme Churchill, Snowden ou même dans le biopic The Social Network. Ah, c'est vraiment, il fait taf, mais il fait taf comme un épisode de série télé. Voilà. Expérience interdite, sorti le 22 novembre 2017, ou il y a très récemment. Réalisé par Nils Orden Oplev, avec Ellen Page au casting. Au pays, je dirais.
Oui, ok, donc il y a une page. Donc il raconte l'histoire d'étudiants En médecine. Ah, en médecine. en médecine Je crois que j'aurais bien besoin d'un docteur. qui du coup font une expérience pour voir ce qui se passe après la mort. C'est ça, en gros, c'est... Sauf que ça part en couille. Voilà. Voilà comment résumer ce premier film. Donc, là encore, film mais, parce que... Ben la fin est assez merdique. oui, la fin est pas terrible. Les personnages sont plutôt caricaturaux et oubliables, à part Ellen Page, justement, qui ça va pas Ouais, sauf qu'Ellen Page se casse du film, je vous dis pas pourquoi, Oui. assez rapidement. Du coup... Après, personnage d'un film d'horreur où t'as un mort. Ouais, voilà. Après, oui, c'est plutôt décevant, surtout dans la morale. Dans la morale Après, du film. je l'ai quand même trouvé mieux que le film d'origine, je sais pas si tu l'as vu toi. Non. Qui m'avait fait chier, mais tout du long. Après, peut-être que j'étais trop petite pour le voir. Mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais dans mes souvenirs, il était très chiant en fait. Alors que ce film-là est plutôt cool. En tout cas, j'y ai passé un Oui, bon il est moment sympa, devant, il fait vraiment ça, il fait que et ça. c'était cool quoi. Le scénar se tient, le personnage là, mais... C'est ça. Et encore une fois, il y mention a pas de spéciale truc. au prof de médecine qui Dr House. Hein. C'est House, clairement. Je sais plus comment on appelle ça, tu sais, un diagnostic différentiel, je crois que c'est. Où il est avec sa canne en train d'engueuler les élèves, de leur taper, de donner des coups de canne sur la table. C'est House. Ouais, je vais pas penser directement, mais c'est... Un prof aussi con que ça, c'est House. Clairement. Et il dit à ses élèves que c'est des cons quand ils ne trouvent pas la bonne réponse et tout. Enfin, c'est House. En tout cas, ouais, c'est pas magique un effet d'attente dans ce film. Et c'est cool, c'est franchement cool. Après, l'horreur, moi, m'a fait flipper à certains moments, tout donc c'est cool. Les jumpscares, je les ai trouvés efficaces. Pas tous. Il y en a qu'un seul qui m'a fait sur ça. Mais ils sont quand même efficaces. Bon, après, on n'a pas la même sensibilité. Moi, je suis ultra sensible aux jumpscares quand ils sont pas prévisibles en fait. Et là, je les ai pas trouvés tous trop prévisibles. Par exemple, je sais pas, elle s'approche de la voiture et tout ça, tu la vois. Ah, ça, oui, ça, je l'ai deviné. Oh là là, une main Oh, sur la mais portière. surprise! Bon, ça, fait il comme est ça. extrêmement prévisible. Mais il y a d'autres jumpscares que j'ai pas forcément vu venir en fait. J'en ai Je crois plus que c'est dans pour ça ma qui m'a tête. fait peur, c'était quand c'était vers la fin, pendant son hallucination, là, qu'il y a le type qui se réveillait, du coup. C'est un peu Ouais, bizarre. peut-être. Ah oui! Oui, en effet. Bon Ouais. film, sympa à Ça voir. passe. Voilà. Ça passe. La tour sombre! Trop d'obscurité ici. Sorti le 9 août 2017. Elle est pas claire. Je te laisse dire le nom du réel parce que moi je m'amuse plus à faire ça. Nikolai Arcel. Qu'on a vu au cinéma, Je qui plaisante. raconte l'histoire de Ronan, si je dis pas de bêtises, quel nom de merde. Pendant le barbare. Un Ronan qui tente de protéger une tour sombre qui est attaquée par un sorcier obscur. Joué par... Je sais plus. Ah, il est connu. Je sais plus du tout. Il a joué dans quasiment tous les films de Nolan. Ok, ben j'ai pas retenu son nom. Donc voilà, sauf que pour empêcher ça, il va trouver un gamin qui semble être la clé d'absolument tout. Non. Et Il jouait le personnage principal dans Interstellar. si tu le dis, mais j'ai pas retenu son nom. Et du coup, voilà, le gamin se retrouve embarqué là-dedans avec le gars à combattre le méchant sorcier. Donc en gros c'est un film comme... Pour enfants. Parce que dans la bande-annonce on vous laisse présager que le personnage principal ça va être... En fait, à la ça va être le bande-annonce, on pistolero. vous présente clairement un film adulte. 100% Oui, c'est ça. adulte. Parce que là c'est vraiment un En film réalité, pour enfants. c'est un film pour enfants. Bon, plus sombre que les films pour enfants classiques. Mais Disons enfants 10-12 voilà. ans. C'est ça. Et voilà, et c'est encore d'intérêt en fait. Ouais c'est ça, en fait c'est un blockbuster qui aurait été fait en 2005, 2006. Qui est vachement en retard, je trouve, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis même, c'est pas un Et c'est pas pour film- dire que ce qu'on fait aujourd'hui est mieux, mais ça sent qu'il est vieux quoi. Ouais, c'est ça, il est pas dans le temps de trucs les blockbusters qu'on fait actuellement. Il est trop enfantin du coup pour nous plaire, Pour donner un intérêt. pour donner un intérêt là-dedans et pour qu'on se sente investi. En plus, le personnage principal du gamin En plus, est il chiant court. comme pas Il est possible. vraiment court. 1h30. Et pourtant 1h30 Il va, je me suis il va qualifié. extrêmement vite. Ouais, c'est ça, moi j'ai vu passer aussi l'1h30. Et en fait, après, je pense qu'il est trop sombre justement pour plaire aux enfants. Ah oui, ça c'est Matthew McConaughey. Conaughey. Donc voilà, donc un demi-teinte Il est en pas fait. gay. Est-ce que vous devez le voir? Non. Est-ce qu'il marquera l'histoire? Non. Est-ce qu'on a Il est quelque chose à foutre? Non. Baby Driver. Ah, gueule. Donc, film sorti le 19 juillet 2017, réalisé Ça par Edgar Wright.
qui a réalisé la trilogie des Cornetto, film que vous devez voir à tout prix. Shaun of the Dead. Hot Fuzz, D'un épave à la fin du monde. Et Scott Pilgrim également, qui ne fait pas partie de la trilogie, mais que vous devez voir, très bon. qui est extrêmement bon. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, allez voir le Frost. Parce que c'est un bon réal. Ça, c'est un excellent réal que moi perso j'aime beaucoup. Oui, mais ce film était pourri. Il était pas pourri, mais. Il était pas pourri. Et du coup raconte. Attends, on a même pas fait le résumé. Mais je t'emmerde. Et qui du coup raconte l'histoire de Baby, qui est un chauffeur de voiture pour braquage. Donc en fait, il récupère les mafieux après leur braquage et il a le portage de ce mélipique. Qui du coup travaille pour la mafia, il me semble. C'est une mafia, hein. Ouais, c'est une sorte de mafia. Ouais, c'est une sorte de mafia. Qui se retrouve à devoir faire 100 années de travail avant de pouvoir être libre une fois pour toutes. Et rien ne va se passer comme prévu. Oh là, c'est surprenant. Et c'est un film pour moi qui je rapprocherais pas mal avec la comédie musicale, vu l'importance de la bande son. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Peut-être. Qui est du coup très proche d'une comédie musicale parce que la musique a une place extrêmement importante. Ouais, sauf qu'il est complètement oubliable. Ouais, j'ai pas trouvé si vous voulez plus ça. Alors je dis, je me rappelle pas de ça. Moi aussi, quand même. Après, ce que j'ai trouvé bien, ce qui est bien avec ce film vraiment, c'est que le son est raccord avec la musique. Ça c'est vraiment extrêmement synchro. Ça c'est ultra synchro. C'est trop clair. Ça c'est oui, mais ça je suis d'accord. C'est beaucoup trop clair. Mais après, j'ai quand même trouvé. Et c'est pour ça que si vous devez le voir, franchement, je pense qu'il faut soit le voir avec des écouteurs, soit avec des enceintes. Après, j'ai trouvé que c'était au niveau de tes films. Non, pas du tout. Moi, je trouve extrêmement bon. Bah, si tu l'avais pas trouvé aussi merdique, je l'aurais mis dans les meilleurs de cette année en fait. Bah, histoire vraiment ultra classique. L'histoire est assez classique, mais justement le fait que ce soit sous le contexte de la comédie musicale et de tout ce que ça engendre en fait, des personnages et tout, je trouve ça vachement intéressant. Si justement ça apporte. En plus, la réalisation est vraiment pas terrible. Non, on est d'accord, mais. Puis il y a que les passages au synchro qui sont bien, mais c'est tout quoi. Après, je trouve quand même qu'il y a quasiment réel. Avec tout semble très carré en fait. Je crois que Edgar Wright travaille avec des. Mais ça fait académique comme ça. Ça fait des storyboards à l'avance, ouais, ça fait un peu, c'est un peu cet aspect-là aussi, c'est vrai. Ça finit avec une histoire ultra classique, une résolution vraiment pas vraiment très banale quoi. Mais enfin, je sais pas, moi je l'ai quand même trouvé bon et puis, je le reverrai. Même, enfin, ça n'a pas de panache quoi. Donc voilà. Film pourri quoi. Moi je suis pas d'accord. On sera jamais d'accord de toute manière. La Momie, sortie le 14 juin 2017, réalisée par Alex Kurtzman. Sa promotion me pose avec Tom Cruise. Qui raconte quoi ce film? N'est-ce pas? Il raconte quoi? Une momie. Une momie qui revient entre les morts. Donc en fait c'est sur un pilleur de tombeau il me semble. Ou un militaire pilleur de tombeau. Ouais, c'est va bien. Qui bah du coup pille un tombeau. Avec Tom Cruise hier non plus, j'ai précisé. Non, je l'ai dit. Et qui en fait dans son pillage de tombeau va rapporter une momie qui va se réveiller. Et qui va faire cracher son avion et du coup va s'échapper dans la nature. Dans la nature nature londonienne. Et son rôle est de l'arrêter. Voilà, donc premier film du Dark Universe que veut initier... C'est la Warner. Ouais, c'est la Warner. Oui, c'est la Warner. Et du coup, ça, c'est... Alors, avant de commencer, je pense à parler vraiment de la qualité du film, qui va assez vite, je pense. C'est un film qui est un remake du film d'origine de la momie et pas du film de Brendan Fraser déjà. Oui, c'est ça. Donc rien à voir avec ce film-là, même si le film avec Brendan Fraser est tellement mieux. Mais c'est vraiment un remake. Ils sont cool ces films. Je n'écoute pas le 3. mais bref. Mais pas du film d'origine, vraiment du premier film d'horreur de la momie, qui font partie des classiques de films de monstres en fait, avec Dracula, avec Frankenstein. Du coup, ce film. Qui a 2,3 sur Allociné. Ouais, mais on peut pas trop se fier parce que toi, quand les gens voient que c'est un remake de celui de Brendan Fraser. Oui. Après, donc ce film reste agréable à regarder. Parce que c'est quand même un blockbuster avec belle scène d'action, tout ça. C'est ça qui est mais, et tout. Mais... s'ils veulent vraiment de faire de ce film un départ pour le Dark Universe, je vous présente. Ça va faire mal. Personnellement, je pas beaucoup d'amis. J'ai passé tout le film à le regarder et quand je l'ai... Le Dracula. C'est ça, en fait. C'est là où je voulais en venir. Et quand, en fait, tu rencontres le docteur... Jekyll.
Jekyll, c'est ça. Jekyll parle de Dracula, des vampires et tout, et t'as des crânes de vampires. T'as plus envie en fait de voir la Et mythologie du coup, qu'il va y c'est avoir ça. autour que Et quand j'ai le vu film ça, j'étais là, de dire. oh, c'est trop bien, mais il va y avoir des vampires et tout. Et du coup, je me suis fait un film par rapport à ce qu'il proposait, par rapport aux vampires et tout, je suis partie super loin. Et ce film ne le fait pas. Oui, parce qu'ils veulent le garder pour la suite. Voilà. Sauf que ça fait un film vachement vide, Et qui prépare en fait l'univers. C'est un peu le syndrome Iron Man 2 en fait. Ce film est assez oubliable en C'est ça. fait. Dernier Film, Osef, Wonder Woman. Et tel si Wonder que ça. Donc il est sorti le 7 juin 2017 et je te laisse lire le nom du réal, de la réal. Patty Jenkins. Voilà. Qui raconte du coup l'histoire de Diana, princesse Amazon. Qui Une sorte de base comme du comics quoi. royaume, c'est ça, c'est les origines de Wonder Woman. Qui se retrouve avec sa vie perturbée quand un avion, un aviateur Joué par. tombe dans son île. Joué par Capitaine Kurt. Et voilà. Et du coup, elle décide de partir pour la Seconde Guerre mondiale ou la première. La Première Guerre mondiale pour débloquer la situation parce qu'elle est persuadée que c'est le dieu de la guerre, Arès, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait le con et qui est responsable de tout ça. Le dieu de la guerre et de la destruction et du mal. Et il a été très aimé ce film, hein, mais. Ouais, parce que. Oh là là, un film avec un personnage féminin. En fait, il est pas mauvais en soi. Il est pas mauvais. Et il est extrêmement cliché. Quand je l'ai vu, j'étais dans. Enfin, quand j'ai entendu parler de sa sortie, je suis oh, c'est cool parce que premier film de super-héroïne, prise au sérieux et fait correctement. Bonjour Supergirl. En même temps, ce film. En même temps, c'est assez attendu. Et la série également. Ah oui, la série, pas qui a l'air bien merdique. Et en fait, j'étais contente parce que c'était pas trop tôt. Et du coup, en fait, quand on a vu ce film, j'étais là, ouais, en fait, il se veut féministe, mais il est pas. Il est pas féministe. Parce qu'il y a toujours une allusion, en fait, que c'est une femme. Oui, c'est ça. Et elle est très conne. Beaucoup de blagues de cul, en fait. Beaucoup de blagues de cul autour du fait que c'est une femme. Ajouté à ça. Pour film star d'être féministe. Ça fait un peu mal. Ajouté à ça, le personnage, du coup, principal, qui est vraiment neuneux, en fait. Hein. Et puis surtout le personnage principal. C'est pas vraiment la fin du personnage principal. Wonder Woman, elle est secondaire. Ouais, c'est pas elle qui. Je sais pas. C'est compliqué. Et puis c'est con parce qu'il y avait à la fin, il y avait une très bonne idée que le méchant, en fait, qu'il n'y avait pas vraiment de dieu qui faisait la guerre. Ouais, c'était trop cool cette idée. Ça, il y avait une idée géniale, sauf que. Ah ben non, finalement. Et c'était vraiment rageant parce que ça aurait été une putain de bonne idée, mais. Ça aurait été trop bien. En fait, à la fin, ils te disent peut-être qu'en fait, il n'y a pas de dieu qui est responsable de la guerre et que c'est les hommes qui sont mauvais entre eux qui se détruisent. Et c'était trop cool comme idée. Et puis on apprend que non. D'ailleurs, par rapport au dieu, du coup, on va pas redire son nom pour pas dire une connerie, j'ai trouvé trop cool le genre d'acteur parce que c'est pas un acteur qui a du. C'est qui déjà? Mais ah, c'est Lupin. C'est celui que je fais. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Teublis, je crois qu'il s'appelle. Et en fait, le fait qu'il fasse jouer ce dieu machiavélique responsable de la guerre et de la destruction humaine, je trouve ça trop cool parce que ce mec est cool. Et que justement, c'est pas la caricature du mec qui fait la guerre, quoi. C'est pas. Mais c'est pas le grand méchant, ouais, c'est pas. Faut pas l'appeler crâne rouge. Mais dès qu'il met son armure de badass, ça devient tellement ridicule. Putain. Tellement ridicule. Ça devenait drôle, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il a énormément de défauts. Il a du potentiel. Il a du potentiel, mais il a énormément de défauts et du coup, c'est pas agréable à regarder. Donc c'est David Tewis. J'étais pas très loin. Hein.